Alors venons aux deux personnages centraux de ce roman, qui alors pour le coup sont des personnages que vous avez imaginés et créés pour l'occasion. L'une on va comprendre facilement pourquoi, parce que c'est une fée. Donc, et l'autre, qui est celui que vous avez déjà évoqué, qui est ce jeune homme qui cherche finalement une ascension sociale en cherchant à devenir courtisan. I think I made up all of the fairies, but a couple of them are actually drawn specifically from folklore. Not very many, and I'm not sure there's any in this book that are directly taken from English folklore. There's a few later on. Devon is one of the few mortal human characters that I made up because almost every single human being in the novel is a real historical person. The exceptions are basically Devon and his family and his servants. And then there is one bodyguard to Queen Elizabeth who I named after someone who helped me with my research into that bodyguard. But almost every single other person is actually a real historical figure. But I knew that I wanted my human character to be somebody that I had made up because I didn't want to be locked into the specifics of a real person's life. Because I'm writing these books as secret history, in the sense that I'm not changing what we know about what happened, I'm adding secret details to it and another layer explaining why things went the way they did. I'm trying to adhere very closely, whenever possible, to the known details of history. So if I had chosen a historical person, if I'd said, like, Shakespeare is going to be investigating this fairy court, all of a sudden I'm doing a lot of things that were not actually Shakespeare's life, and that would have bothered me. But then, yes, the fairy characters are, by and large, made up, and it makes for an interesting effect across the whole series because each book takes place in a different century of English history. It moves up through time as it goes along. So there's continuity with the fairy characters, that you will see many of them over and over again because they're not going to die of old age. Whereas the human characters come and go, and they change out for each book because history is changing around these immortal characters. Alors oui, on peut avoir l'impression que j'ai inventé toutes les fées du roman, mais en fait non, il y en a beaucoup qui viennent du folklore. Alors je crois qu'il y en a qui viennent du folklore anglais, mais pas dans ce roman-là, dans les suivants. Et c'est vrai que Devon, c'est le seul humain qui ne soit pas un personnage historique. Enfin, il y a Devon, sa famille, ses serviteurs, et un garde du corps que techniquement, je lui ai donné le nom de la personne qui m'a aidé à faire des recherches sur le garde du corps. Donc voilà, mais sinon les autres sont tous des personnages historiques. Celui qui finit mal en plus, bravo. C'est l'autre. William Tye was the name that I put in there. It has been a decade since I wrote this book. I'll admit I've forgotten details. Donc quand on parle du garde du corps, c'est William Tye. Parce que bon, comme ça fait 10 ans que ça remonte un peu à loin. Et donc sinon, il fallait quand même que j'ai un personnage qui soit un humain que j'avais inventé pour ne pas avoir à suivre sa vie historique. C'est-à-dire que moi, ce que j'écris comme roman, c'est de l'histoire secrète. C'est-à-dire que je prends l'histoire telle qu'on la connaît et je rajoute d'autres épaisseurs pour expliquer parfois des choses qu'on n'arrive pas forcément à comprendre dans l'histoire, mais je ne change pas les faits historiques. Je rajoute juste une épaisseur avec d'autres personnages pour expliquer ce qui s'est passé. Par exemple, j'aurais pas écrit un roman où c'était Shakespeare qui menait l'enquête, parce que sinon j'aurais été forcée de mentir sur la vie de Shakespeare. Donc ça, c'est pas, moi j'aime pas trop faire ça. Et dans cette série, en fait, chaque roman se passe à un siècle différent. Donc au final, les faits restent, c'est-à-dire que dans les romans suivants, vous allez retrouver des faits qu'on a rencontrés dans ce roman-là. Par contre, forcément, les humains, eux, changent, puisque les humains meurent, contrairement aux faits. Et du coup, vous avez d'autres personnages historiques à chaque roman de la série. I should probably introduce the characters a little bit more. I realized that I didn't actually do that. Going into this novel, I knew I wanted two people who would be referred to as courtiers, meaning that they're members of the royal court. They're able to kind of go around and talk to the high-ranking people, but they're not themselves in positions of significant power yet. And then, so obviously one of them is a courtier in Invidiana's court, this fairy court that is hidden underneath London. The other is one of Elizabeth's courtiers. And I deliberately made a contrast between them where for Devon, he's kind of a rising star, that his family has been over the generations kind of rising in power, improving themselves. So now he's the first member of his family to become a member of the court.
Whereas for Lune, she's one of Invidiana's courtiers, but she is in disgrace because she had been given a job to do, and although she succeeded, she kind of she promised too much in political negotiations. She did not get what her queen thought was a good deal. So she is now kind of being outcast, and that way I got the contrast between one who's on the rise and one who's on the way down. Alors je me rends compte que j'ai peut-être pas vraiment présenté les personnages. Donc quand j'ai écrit ce roman, je voulais vraiment avoir deux courtisans, c'est-à-dire des gens qui côtoyaient les personnes dans les hautes sphères de la société, mais qui eux n'avaient pas encore forcément beaucoup de pouvoir. L'un d'eux vit dans la cour d'Invidiana, donc la cour des fées qui est sous Londres. L'autre vit dans la cour d'Elisabeth. Et je voulais vraiment un contraste entre eux, donc le personnage dont on a déjà parlé, Devon, qui est une étoile montante. On va dire que sa famille s'est élevée progressivement dans la strate sociale. Et lui est le premier à devenir courtisan. Donc la famille évolue vers le haut. Et d'un autre côté, on a Lady Lune qui vit dans la cour d'Invidiana, mais qui est en disgrâce parce que on lui avait donné un boulot à faire. Certes, elle a réussi à le faire, sauf que elle n'a pas obtenu le bon deal. Enfin, elle a donné, en gros, elle a trop donné. Bon, bref, c'est de la politique, hein, donc elle a donné trop d'informations en échange de ce qu'elle demandait. Et du coup, elle est en disgrâce, donc je voulais vraiment un contraste entre ces deux personnages, un qui est en train de monter dans la société et l'autre qui est plutôt en train de descendre. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que la cour d'Élisabeth Ier et cette fameuse cour de Nyx, de la reine des fées Invidiana, sont superposées l'une à l'autre, on peut dire ça comme ça? More or less, it's not quite literally like that because in the Elizabethan period, it was common for the royal court to move between different palaces because essentially they'd move into one palace, they'd live there for a few weeks or months, the place would get kind of filthy, and they would move to another palace where everything was clean and ready for them. So she was constantly in kind of an orbit around London, going between these different palaces. The Onyx Court itself is directly beneath what is specifically the city of London. That's not the whole of London, it's the area that sometimes gets called the Square Mile. That's the oldest part of the city, what used to be within the walls when the city walls were more of a thing. So there is an above and below, but it's not that Elizabeth is ever literally sitting on top of where Invidiana is, because there aren't any royal palaces within that square mile. They're around the edges. Alors oui, mais pas tout à fait. C'est-à-dire que la cour d'Élisabeth vivait dans différents palais. C'est-à-dire qu'ils allaient passer plusieurs semaines, plusieurs mois dans un palais. Et puis quand ça devenait trop sale, eh ben, ils partaient pour un autre palais qui lui avait été nettoyé entre-temps et qui était tout propre. Et du coup, en fait, ils gravitent comme ça autour de Londres, alors que la cour d'Onyx est vraiment sous la ville de Londres, c'est-à-dire vraiment la vieille ville, la partie la plus ancienne de la ville, qui aurait été à l'intérieur des murs à l'époque où les murs étaient à la mode. Et du coup, c'est pas forcément exactement superposé, parce que y en a une qui est sous Londres et l'autre qui gravite peut-être un peu plus autour. Mais bon, c'est quand même l'idée.